Lorsque nous pensons à de belles et uniques maisons, nous imaginons souvent des architectures modernes, avec de grandes fenêtres, un design minimaliste et des matériaux coûteux. Dans le monde, certaines maisons traditionnelles sont bien plus que des lieux d'habitation. Elles témoignent de la culture, de l'histoire et de l'ingéniosité humaine. Des Trulli d'Alberobello en Italie, avec leurs toits coniques uniques, jusqu'aux igloos des Inuits au Canada, faits de glace et de neige. Chacune de ces maisons raconte l'histoire de la façon dont l'homme s'adapte à son environnement. Il y a aussi des maisons construites pour résister à la chaleur extrême du désert, d'autres conçues pour supporter des conditions climatiques difficiles, et certaines qui sont même érigées directement sur l'eau. Et je voudrais juste ajouter qu'en réalité, les maisons d'autrefois étaient vraiment plus solides que celles d'aujourd'hui. Et je vais le prouver. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Les Trulli d'Alberobello. Dans la région des Pouilles, en Italie, on peut voir des maisons uniques appelées Trulli. Elles sont faciles à reconnaître grâce à leurs toits coniques ou des toits qui ressemblent à des chapeaux pointus. Ce style a commencé au XIVe siècle et, jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours debout comme des gardiens de l'histoire. Les Trulli ont été construits en utilisant une technique ancienne appelée construction en pierre sèche. Cela signifie qu'ils ont assemblé les pierres en calcaire sans utiliser de ciment, mais elles restent de solides jusqu'à aujourd'hui. Lorsque tu te promènes dans la petite ville d'Alberobello, tu verras des centaines de Trulli côte à côte, ce qui est vraiment impressionnant. Leurs toits ne sont pas seulement décoratifs. Souvent, il y a des symboles religieux gravés dessus qui, selon les croyances des habitants, servent de protection contre la malchance et les mauvais esprits. En raison de son architecture unique et de son importance culturelle, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a déclaré ce lieu site du patrimoine mondial. Et c'est bien ainsi, car les Trulli ne sont pas seulement des maisons, mais aussi des souvenirs d'une époque où la simple pierre et l'imagination créative ont donné naissance à une beauté durable. En Allemagne, on peut également voir des habitations traditionnelles appelées Fachwerkhäuser, ou plus connues sous le nom de maisons à colombage. Ce qui les rend vraiment spéciaux, c'est leur design. La structure en bois est exposée et les espaces entre ces poutres sont remplis de pierres, de plâtre ou de briques. Si on regarde bien, chaque maison ressemble vraiment à une œuvre d'art, avec des sculptures détaillées et des décorations placées sur le bois. Ce style a commencé au XIVe siècle et a duré jusqu'au XIXe siècle, et aujourd'hui on peut encore les voir dans différentes parties de l'Europe comme la France, les Pays-Bas et l'Angleterre. L'une des raisons pour lesquelles les maisons à colombage ont duré aussi longtemps est grâce à leur conception flexible. Il est facile de les modifier ou de les ajuster selon les besoins de la famille. De plus, le bois utilisé est conçu pour résister aux changements climatiques et aux mouvements de terrain. C'est pourquoi il ne se détériore pas facilement, même après des centaines d'années. Si tu veux voir le meilleur exemple de cela, allons à Quedlinburg, en Allemagne. Dans cette ville, plus de 2000 maisons à colombage original sont encore debout, et on a l'impression de revenir au Moyen-Âge en marchant dans les ruelles étroites pavées de pierre. Dans les montagnes des Alpes occidentales d'Europe, on trouve les maisons traditionnelles appelées chalets. Elles sont connues pour leur charme rustique et leurs grandes fenêtres qui offrent une vue digne d'une carte postale. Avec des vallées montagneuses et la neige à perte de vue, les chalets sont généralement construits en bois solide et possèdent des toits très pentus pour supporter le poids de la neige épaisse en hiver. À l'intérieur, un espace chaleureux et confortable vous accueille. Des poutres en bois, une cheminée et des accessoires créent une ambiance confortable. Au début, ce n'était qu'un simple abri pour les bergers pendant qu'ils s'occupaient de leurs animaux à la montagne. Aujourd'hui, c'est un symbole des vacances dans les stations de ski et destinations hivernales. En termes de design, ils ne sont pas seulement beaux, ils sont aussi pratiques. Des rangements à ski, des chauffe-bottes et de grands espaces communs permettent à la famille et aux invités de se détendre. De plus, les balcons fleuris apportent un charme unique. Le mot chalet vient du latin et signifie cabane ou abri.
Et même s'il a évolué vers une version plus luxueuse, il n'a jamais perdu ses racines de simple habitation conçue pour embrasser la fraîcheur des montagnes. Maison Pueblo. Dans les régions désertiques du Nouveau-Mexique et du sud-ouest des États-Unis, on trouve les maisons Pueblo, l'habitation traditionnelle des Indiens autochtones Pueblo. Celles-ci sont construites en adobe, un mélange de sable, d'eau et de paille séchée au soleil. Le toit est plat et la structure est souvent superposée, ce qui donne l'apparence de maisons en terrasse qui montent en canon vers le haut. Chaque étage possède sa propre pièce et le toit d'un niveau sert de terrasse ou de plateforme. Pour accéder à l'étage suivant, on utilise généralement des escaliers en bois pour monter. Dans la conception, le Pueblo est axé sur la praticité. Les murs sont épais, ce qui permet de garder la fraîcheur pendant la journée et la chaleur la nuit. C'est une excellente protection contre le climat du désert. Il y a aussi des cours communes au centre où la communauté se rassemble pour des activités et des rituels. L'apparence unique de ces maisons, avec leurs bords arrondis, leurs formes irrégulières et leur couleur terre, symbolise l'harmonie de l'homme avec la nature. En fait, le Taos Pueblo au Nouveau-Mexique existe depuis plus de 1000 ans et il est encore habité aujourd'hui. Pour le peuple Pueblo, la maison a sa propre vie, c'est pourquoi ils en prennent soin comme d'un membre de la famille. C'est une preuve évidente que l'architecture ne concerne pas seulement la structure, mais aussi la culture et l'esprit des personnes qui y vivent. Queenslander, dans les terres chaudes et ensoleillées du Queensland, en Australie, se dressent les maisons traditionnelles connues sous le nom de Queenslander. Elles sont connues pour leur large véranda qui entoure toute la maison, comme une étreinte offrant de l'ombre et de l'air frais. Les premières Queenslander ont été construites en 1850 et conçues pour résister à la chaleur intense du climat. C'est pourquoi elles sont surélevées par rapport au sol, non seulement pour une meilleure circulation de l'air, mais aussi pour créer un espace supplémentaire en dessous. Autrefois, cet espace servait de stockage et d'atelier, mais il est aujourd'hui souvent transformé en garage ou espace de divertissement. La plupart de ces maisons sont construites en bois et décorées de détails tels que des vitraux et des boiseries colorées, colores. Le design est esthétique et fonctionnel à la fois. L'air à l'intérieur rafraîchit pendant l'été et reste confortable même pendant les nuits froides. Pour les Australiens, le Queenslander n'est pas seulement une maison. C'est un symbole d'ingéniosité et d'adaptation à la nature, ainsi qu'un héritage architectural qui s'étend d'avant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Cottage au toit de chaume. Si vous pensez à la campagne classique de l'Angleterre, il est probable que vous pensiez immédiatement au cottage au toit de chaume. Petit et charmant avec un toit de paille ou de roseau. Les cottages au toit de chaume, populaires dès la fin du XVIIIe siècle, restent un symbole de l'architecture britannique traditionnelle. Les plafonds sont souvent bas, les portes étroites, et il y a des fenêtres en forme de diamant qui embellissent encore plus leur apparence. Même si leur apparence est simple, chaque cottage est unique car il dépend des matériaux disponibles dans les environs. Le toit fait de ces matériaux est léger, idéal quand il n'existait pas de matériaux de construction solides. Mais l'entretien de ces maisons n'est pas une mince affaire. Il est très nécessaire de retoucher régulièrement le toit, une compétence transmise de génération en génération. Et malgré leur aspect traditionnel, elles continuent d'attirer l'admiration des touristes et sont souvent transformées en maisons de vacances pour permettre de vivre l'expérience d'une vie typique à la campagne anglaise. Le cottage au toit de chaume n'est pas seulement une maison, mais aussi un rappel d'une vie simple, chaleureuse, paisible et proche de la nature. Bien avant les maisons mobiles modernes, les yourtes étaient déjà utilisées par les tribus nomades d'Asie centrale. Ces habitations rondes sont faciles à monter et démonter. Elle est faite d'une structure en bois flexible, recouverte d'un tissu épais et de poils d'animaux pour se protéger du froid. Au centre, il y a une cheminée qui évacue la fumée du feu. À l'intérieur, il y a un tapis et des meubles simples qui offrent un logement confortable. Selon le nombre de personnes qui aident, la construction d'une yourte peut être terminée en seulement 30 minutes à quelques heures. En général, 5 à 15 personnes travaillent ensemble pour l'ériger. Ce n'est pas seulement une tente temporaire, elle est solide et capable de s'adapter à des climats extrêmes. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les éleveurs mongols utilisent encore les yourtes, connues dans leur langue sous le nom de ger.
Lorsque tu les vois installés, tu peux les apercevoir dans les vastes plaines de Mongolie. C'est comme si tu revenais à une époque où la vie était plus simple, mais où le génie humain se reflétait dans la conception. Maison de tourbe. En Islande, l'une des habitations traditionnelles les plus connues est la maison de tourbe. Les Islandais ne considèrent pas cela simplement comme une maison, mais comme une partie de leur identité. Lorsque les Vikings sont arrivés de Norvège, ils ont rapidement épuisé les arbres du pays pour en faire du bois. Alors ils ont trouvé une solution créative, utiliser la terre et l'herbe pour faire le toit de leur maison. Ils utilisant de grandes plaques de gazon qu'ils empilaient. Une fois posées sur le bois et la pierre, elles deviennent une protection solide contre le froid intense. Son design n'est pas seulement pratique, il aide aussi les gens à rester proches de la nature. À l'intérieur, de grandes salles communes rassemblent les familles pour manger, raconter des histoires et se réchauffer autour d'un feu. À la fin du XVIIIe siècle, près de 9 Islandais sur 10 vivaient dans des maisons en tourbe. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques-unes des originales, mais on peut encore voir que l'histoire et l'ingéniosité contenues dans les maisons en tourbe sont toujours vivantes aujourd'hui. Maison de style ranch. En Amérique, l'un des styles de maison les plus célèbres du XXe siècle était la maison de style ranch. Son agencement spacieux, presque au ras du sol, semble épouser l'immense espace des banlieues et d'Apantana et de la campagne. Il est devenu populaire après la Seconde Guerre mondiale, surtout pendant l'ère du baby-boom. Les maisons ranch sont connues pour leurs toits bas, leurs grandes fenêtres, leurs portes coulissantes en verre et leurs plans ouverts qui offrent une sensation d'espace et de fraîcheur. Mais au-delà du design, la maison ranch est devenue un mode de vie. C'est un symbole de liberté et de vie simple, enraciné dans la culture de l'Ouest américain. Dans les grands ranchs du Texas, on peut voir l'étendue des terres entretenues par les éleveurs. Des lieux qui sont à la fois des habitations, le foyer des animaux et l'héritage agricole. Un exemple est le King Ranch au Texas, qui couvre plus de 3340 km². C'est plus grand que le Rhode Island. Ce mode de vie est ancré dans l'effort, l'autosuffisance et l'amour de la nature. À ce jour, malgré des versions modernes, le style ranch reste populaire pour sa praticité et son design intemporel. À West Sumatra, en Indonésie, où il a un Smith, on trouve la magnifique maison traditionnelle du peuple Minangkabau. Le Rumah Gadang signifie littéralement « grande maison ». Ce qui attire le plus l'attention, c'est leur toit arqué vers le haut, ressemblant à des cornes de buffle. Un animal qui occupe une place très importante dans la culture Minangkabau. Selon la légende, cette forme symbolise le lien avec le divin et la forte croyance de la communauté. La plupart des Minangkabau sont faits de bois et de bambou. Et ils n'utilisent donc ni clous ni métal. À la place, ils utilisent des poutres et des joints imbriqués qui offrent flexibilité et solidité, surtout contre les tremblements de terre fréquents dans la région. À l'intérieur, il y a de grands espaces communs pour la famille et de plus petites chambres pour chaque membre. Cela montre l'importance de l'unité et de la vie collective chez les Minangkabau. Ce n'est pas seulement une maison, c'est un symbole d'héritage et de tradition. Elle se transmet de génération en génération. Dans chaque détail sculpté et dans chaque courbe du toit, on peut voir le talent, la culture et l'identité des personnes qui y vivent. Au Japon, on trouve des maisons traditionnelles appelées minka, qui ont servi de foyer aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux familles ordinaires pendant de nombreux siècles. Construites à partir de matériaux naturels comme le bois, le bambou et la paille, elles sont conçues pour s'adapter au climat et à la nature du pays. Les minkas se distinguent par leur toit de chaume épais et incliné, évitant l'accumulation de neige en hiver. Flexibilité. Il est sans facile de modifier la disposition des pièces et de faire entrer l'air frais à l'intérieur. En plus de leur aspect pratique, cela fait aussi partie de la culture japonaise. À l'intérieur, il y a des espaces réservés à la vie quotidienne, au travail et au rangement des équipements. Le design est simple mais efficace et il suffit aux besoins quotidiens d'une famille. Bien qu'il ne reste que peu de minka à cause de l'urbanisation, beaucoup sont préservés en tant que musées ou maisons d'hôtes. De cette façon, la beauté de l'ancien mode de vie des Japonais et leur connexion avec la nature sont toujours mises en valeur. Maison néréenne.
En Grèce, en particulier sur l'île de Nisyros, on trouve des maisons traditionnelles connues sous le nom de maisons néréennes. Leur conception reflète l'histoire et les conditions naturelles de l'île. Leurs murs sont généralement faits de pierre, épais et solides, pour offrir une protection contre la chaleur intense de la Méditerranée et les vents forts venant de la mer. Elles ont souvent 2 étages, et les maisons sont généralement accolées les unes les unes aux autres. Réunies en une seule unité, à l'extérieur on peut voir des balcons en bois coloré et de petites fenêtres placées stratégiquement pour laisser rentrer l'air et la lumière. Il y a aussi des cours ou de petits espaces extérieurs qui servent de lieu de rassemblement pour la famille et les voisins. On utilise souvent des matériaux locaux, y compris des pierres volcaniques, provenant de l'île elle-même. Chaque maison néréenne est donc plus qu'une habitation. Elle appartient aussi au paysage et à l'histoire de Nisyros. Jusqu'à aujourd'hui, ces maisons restent fascinantes. Non seulement pour les habitants locaux, mais aussi pour les touristes qui admirent la beauté simple et la solidité de leur conception. Haveli, en Inde, surtout dans les États du Rajasthan et du Gujarat, on trouve des résidences traditionnelles luxueuses appelées Haveli. Elles ont été construites à l'époque des riches marchands et aristocrates et restent aujourd'hui la preuve de leur richesse et de leur influence. Les sculptures et décorations de chaque Haveli sont remarquables. De grandes cours intérieures, dont une pour les réunions familiales, tandis que d'autres offrent des espaces plus privés. Les murs et les plafonds sont souvent décorés de fresques et de peintures murales représentant la mythologie et la vie quotidienne des gens de l'époque. Une autre caractéristique unique du Haveli est les jarrokas, des fenêtres en saillie sur la façade du bâtiment. C'est ici que les résidents peuvent se reposer et observer sans être vus de l'extérieur. Pendant que l'air frais entre, certains d'entre eux possèdent aussi des pièces et des couloirs secrets. Ils étaient autrefois utilisés pour s'échapper en temps de trouble ou pour cacher des trésors précieux. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux Haveli subsistent en tant que musées ou sites patrimoniaux et servent de fenêtres sur l'histoire colorée et l'architecture de l'Inde. Les maisons de canal aux Pays-Bas, en particulier dans la ville d'Amsterdam, sont célèbres. Ce sont de longues maisons qui font directement face aux canaux. Cela a commencé au XVIIe siècle, à l'époque de l'âge d'or néerlandais, lorsque le commerce est devenu florissant et que de nombreuses personnes sont devenues riches. Comme la terre était chère et limitée, ils ont choisi de construire des maisons étroites mais hautes, avec 3 étages ou plus. Un magasin ou atelier occupait souvent le rez-de-chaussée, la famille vivant à l'étage. On distingue à l'avant de superbes façades à pignons sculptés et colorés, témoignant de la richesse des propriétaires. On remarque aussi des crochets de levage au sommet du toit. Ils servent à monter meubles et marchandises, l'escalier intérieur étant trop étroit. Aujourd'hui, les maisons au bord des canaux sont des biens immobiliers très recherchés. Beaucoup ont été rénovées et regroupées pour être plus spacieuses, mais elles conservent toujours leur caractère historique. À chaque volet coloré et façade détaillée, on ressent l'histoire de la richesse passée et du patrimoine d'Amsterdam. Palafito sur les côtes et les rivières d'Amérique du Sud, en particulier au Chili, au Brésil et au Nicaragua, on trouve des maisons traditionnelles uniques appelées palafitos. Celles-ci sont construites sur de hauts de poteaux en bois ou pilotis afin de se protéger contre les inondations et les fortes vagues. Leur conception est simple mais très pratique. Elle protège les familles contre les inondations tout en offrant une ventilation fraîche dans un climat chaud. En général, les maisons sont construites avec des matériaux locaux comme le bois et le chaume, ce qui permet à chaque structure de s'adapter facilement à la nature environnante. Un exemple célèbre de palafitos se trouve dans l'archipel de Chiloé au Chili, où des maisons colorées construites sur la mer offrent un paysage magnifique. De nombreux palafitos ont également été transformés en hôtels-boutiques, permettant ainsi aux touristes de vivre une expérience unique au-dessus de l'eau. Malgré son contexte ancien, ce concept reste vivant et continue de donner un caractère unique aux rivages de l'Amérique du Sud. Cortijo ou Istio au sud de l'Espagne, en particulier en Andalousie et en Estrémadure, on trouve de grandes fermes traditionnelles appelées Cortijo ou Ixtio. Cela a commencé à l'époque romaine et s'est encore développé au Moyen Âge en tant que centre résidentiel et agricole pour les familles.
Les murs du cortijo sont souvent faits de pierre ou d'adobe, blanchis à la chaux, ce qui donne à ces bâtiments leur couleur blanche éclatante sous le soleil du midi. Méditerranéens, ils ont des toits en tuiles et de grandes poutres en bois, leur donnant un aspect de rustique. Le cortijo n'est pas simplement une maison, c'est comme un petit village. Il y a généralement une cour au centre, entourée d'autres bâtiments comme une chapelle, une grange et des étables pour les animaux. Autrefois, un cortijo pouvait subvenir à tous les besoins de la famille et de leurs ouvriers. À l'époque moderne, beaucoup d'anciens cortijos ont été rénovés et transformés en hôtels, maisons de vacances ou lieux de mariage. Cependant, le souvenir de la vie rurale en Espagne demeure vivant en eux, où la famille, la ferme et la tradition sont liés comme un héritage historique. Les cabanes en rondins. En Scandinavie et dans d'autres parties de l'Europe, les cabanes en rondins sont utilisées depuis longtemps comme habitation traditionnelle. Dès l'âge du bronze, cela a débuté par une simple pièce faite de troncs d'arbres coupés. Mais avec le temps, les conceptions sont devenues plus complexes et plus grandes. Les cabanes en rondins sont connues pour leur toit en pente raide, qui n'est pas seulement esthétique mais aussi pratique. L'angle du toit aide la neige à glisser facilement pendant l'hiver. À l'intérieur, il y a généralement une cheminée qui sert de centre de chaleur et de foyer pour la famille. Une image qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. Les cabanes en rondins sont également faciles à construire tant qu'il y a des arbres disponibles. Résistantes au froid et aux tempêtes, elles ont gagné en popularité en Scandinavie puis en Amérique du Nord, grâce aux colons. Jusqu'à aujourd'hui, le style des cabanes en rondins reste populaire. À l'époque moderne, elles sont encore utilisées comme abris. Un simple rappel du passé qui apporte un charme rustique et du confort. Igloo. Dans l'Arctique froid, les Inuits ont appris à bâtir une habitation unique, l'igloo. Il est fait de blocs de neige soigneusement empilés et disposés en forme circulaire pour former un dôme. Bien qu'il soit fait de glace et de neige, il est surprenant qu'il fasse chaud et confortable dans un igloo. Comme les blocs de neige sont taillés de manière compacte, ils servent d'isolant contre les vents violents et les températures glaciales à l'extérieur. On recouvre souvent le sol de peaux de caribou ou d'autres matériaux pour ajouter de la chaleur et servir de couverture à l'intérieur, transformant ainsi l'igloo en un petit refuge où la famille peut rester en sécurité au milieu du désert glacé de l'Arctique. L'igloo montre l'ingéniosité et la capacité de l'homme à s'adapter même aux conditions les plus difficiles de la nature. Jusqu'à aujourd'hui, il reste un symbole de l'ingéniosité des Inuits et de leur capacité à faire de la glace et de la neige leur propre foyer.